Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de posture managériale. Quelle posture managériale pour mobiliser le collectif? C'est pas un invité que j'ai, mais trois. Trois parce qu'en fait, on vous propose la synthèse d'un atelier qui était intitulé exactement comme ça, quelle posture managériale pour mobiliser le collectif. Atelier qui a eu lieu lors de l'événement Les Talents du Futur, le 12 juin 2023. Un événement organisé à Paris qui était ouvert à tous et qui était organisé par S3. S3, la dirigeante d'S3 en France, c'est Claire Bonenfant, et Claire est une auditrice de très longue date du podcast, de ses débuts. Elle a aussi été interviewée dans le podcast, je vous mettrai le lien vers son interview dans les notes de l'épisode, parce que Claire a transformé son entreprise, a transformé ses pratiques managériales. Et elle a envie d'encourager les autres à le faire, et pour ça, elle a rassemblé des personnes de son réseau, dont j'ai la chance de faire partie, et je vous remercie de sa confiance, ainsi que les autres personnes qui vont interagir avec moi dans ce podcast. Donc elle a mobilisé ces personnes pour venir animer des ateliers. Et lors de ces ateliers, eh bien, on a travaillé avec les participants pour nourrir collectivement notre vision de la posture managériale nécessaire pour mobiliser le collectif. Donc je remercie aussi, j'en profite, absolument tous les participants qui ont permis la richesse du compte-rendu qu'on va vous faire maintenant. Alors avec moi sur ce podcast, vous allez retrouver, pour ce compte-rendu d'atelier, vous allez retrouver Christophe Roblin, qui est directeur Future of Work chez Orange. Vous allez retrouver Isabelle Legendre, qui est responsable innovation managériale à la Banque Postale et qui s'occupe du programme 10 000 managers, ainsi que Michel Moreau de la Banque Postale, qui a également travaillé sur le programme 10 000 managers. Et donc, tous les quatre, nous allons vous proposer une synthèse des échanges avec les participants. Comme ça, même si vous n'étiez pas là, vous pouvez savoir. Et si vous étiez là, ça vous fera un mémento de synthèse. Alors, on va parler de posture du manager facilitateur, on va parler d'organisation apprenante, de comment donner du sens au quotidien et bien sûr d'optimisme responsable. Vous allez sans doute retrouver dans cet épisode beaucoup des clés du leadership dont je peux parler dans le podcast. Je serais curieuse de savoir quelles sont celles qui ont émergé et qui ont particulièrement fait écho chez vous. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, et juste avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'allais oublier, je vous rappelle que ce podcast a une newsletter qui s'appelle Les coulisses de l'entreprise de demain, à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous aurez une newsletter tous les 15 jours. Vous aurez dans cette newsletter justement les coulisses, un petit peu ce qu'il y a derrière, ce qui se prépare, sur quoi je travaille, etc., etc. Et des ressources complémentaires, bien évidemment. Je vous souhaite maintenant une bonne écoute. À bientôt. Bonjour Christophe, bonjour Isabelle, bonjour Michel. Alors on va parler des postures managériales, des postures clés en termes de management face aux enjeux, pour répondre aux enjeux qui sont face à nous en termes sociétaux et environnementaux. Donc dans le cadre réflexion qu'on a menée dans le cadre d'un atelier qui avait lieu au Talent du Futur le 12 juin dernier. Donc peut-être Isabelle, voulez-vous commencer sur vous, pour vous, s'il y avait un enjeu qu'il faut adresser, une posture pour y répondre, ça serait laquelle? Eh bien, celle qu'on a adressée dans le groupe, c'était la posture de manager facilitateur, ou comment passer d'une posture où on est un manager sachant, omniscient, qui sait tout, qui doit décider de tout et être irréprochable, à une posture de manager humble et qui s'appuie sur l'intelligence collective de son équipe via cette posture de manager facilitateur.
Et j'ai oublié de vous demander de vous présenter pour commencer, pour qu'on sache pourquoi vous parlez de ça et où est-ce que vous l'avez mis en place. Alors Isabelle Legendre, je suis responsable innovation managériale dans une des branches de la Banque Postale et je contribue au programme 1000 Managers, qui est le programme de transformation managériale que nous avons créé, qui est construit par les managers eux-mêmes, vraiment dans une démarche justement d'intelligence collective où nous utilisons beaucoup la facilitation de groupe pour eux-mêmes, donc puisqu'ils contribuent à co-créer leur propre boîte à outils pour se transformer. D'accord, merci beaucoup. Donc Michel qui fait équipe avec Isabelle. Oui, bonjour Michel. J'ai travaillé avec Isabelle pendant 5 ans sur le programme 1000 Managers et aujourd'hui je travaille à la transformation digitale de la Banque Postale. Et donc effectivement je ne peux que rebondir sur ce que disait Isabelle sur l'importance d'aller dans cette posture de manager facilitateur avec tout ce que cela peut comprendre en termes de confiance, mais aussi d'exemplarité dans le comportement de chacun et dans l'alignement autour de ses valeurs dans toutes les strates de la hiérarchie. Et c'est un travail qui a été fait à la Banque Postale. On va y revenir juste après, merci beaucoup. Christophe ? Bonjour Delphine, Christophe Roblin, je suis responsable du projet Future of Work au sein de la direction de la transformation du groupe Orange. Alors moi ce que je voulais partager avec vous c'était plus la notion d'organisation apprenante. Suite à la crise sanitaire, il y a eu un bouleversement des équilibres à la fois dans nos vies et dans le monde de l'entreprise, ce qui réinterroge le rôle du manager et la place qu'il a vis-à-vis du collectif dans une idée d'instaurer un nouveau collectif, un nouveau contrat avec son collectif. Passionnant, très important aussi. Il y a une autre thématique qu'on a abordée ce matin. Malheureusement, la personne qui l'a abordée peut pas être avec nous pour l'enregistrement, mais c'est donner du sens en fait. C'est aujourd'hui il y a cette posture de donner du sens et je racontais que j'avais fait un petit sondage sur LinkedIn pour précéder notre animation d'atelier et j'avais mis les différentes postures qu'on abordait ce matin un peu en primeur sur le sondage et celle qui ressortait comme étant la plus difficile à adresser à plus de 50% dans le sondage était donner du sens. Et puis la dernière posture que je développerai, que vous avez déjà entendue si vous écoutez le podcast régulièrement, c'est la posture qui a trait à l'optimisme responsable. Pour moi, ça participe avec le droit à l'erreur à créer le cadre de la sécurité psychologique qui, on va le voir, est assez clé dans les autres postures qu'on évoque aujourd'hui. Alors, on avait posé ces postures et pour vous raconter les coulisses, on a travaillé avec les participants à cet événement des talents du futur sur ces postures. Donc l'idée c'était de confronter un petit peu ce que on a mis en place, chacun dans nos univers, à ce que les participants imaginaient ou avaient mis en place de leur côté ou souhaiteraient mettre en place. Donc Isabelle, Michel, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est ressorti un petit peu de ce groupe ce matin ? Ce qui est ressorti de façon flagrante de nos deux groupes, Michel, je pense, c'est la nécessité de se donner le temps. On pense toujours qu'en fait, il y a une formule magique. Voilà, c'est une croyance limitante, ça. La magie, qui a qu'une seule formule et qu'il faut juste la trouver et l'asséner, je dirais, et qu'elle va se mettre en œuvre. Se donner du temps pour effectivement pouvoir se développer. En fait, ce qui est très important, c'est que les managers consacrent dans leur agenda un temps dévolu à leur propre transformation. Sinon, le reste ne se fera pas de belle façon. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est vraiment indispensable. En fait, tout à l'heure, on parlait d'humilité et du devoir de ne plus être parfait et de répondre à toutes les sollicitations. Ça va devenir une qualité qui va être recherchée. Cette capacité de discernement, de se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, c'est vraiment à sacraliser dans son agenda. Mais il y a aussi le temps, le temps qu'il faut pour se transformer. Oui, en fait, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et je pense, moi vraiment, et nous y avons tous concouru ce matin, c'est la multiforme que ça doit avoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une formation, un séminaire, mais c'est un ensemble d'actions et que les personnes doivent pratiquer.
C'est pas, voilà, là encore, ça suffit pas de dire il faut se transformer et avoir des formations pour qu'on le fasse. Et donc, faut vraiment pouvoir le faire. Et vraiment, c'est ce qui dirige notre programme, Mille Managers. C'est pour ça qu'on tient à ce qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs outils. Et on est vraiment en toute frugalité pour que ce soit vraiment leur construction qui compose la boîte à outils. Et ça, c'est très important, le côté jeu pratique. Mais c'est très intéressant ce que vous dites aussi quand vous dites qu'on ne cherchera plus la perfection et qu'on reconnaîtra celui qui refuse et qui dit non. Parce qu'on avait quand même une conversation là pendant le cocktail qui suivait l'atelier avec Michel et une participante qui nous expliquait qu'elle commençait à faire son travail à 19h. Et on voyait bien que voilà, c'est une personne appétente puisqu'elle participait à l'atelier aujourd'hui. Donc ce n'est pas une personne qui n'est pas appétente à transformer ses pratiques, mais que tout d'un coup, elle nous parlait d'après 19h. Et que notre réponse, c'était qu'après 19h, c'était beaucoup trop tard. Michel. Oui, tout à fait. J'ai aussi partagé sur une expérience personnelle puisque je pense que tant qu'on n'a pas conscience de ses limites, on peut donner comme ça indéfiniment jusqu'au jour où on peut être confronté à des problématiques qui nous font prendre conscience de l'enjeu de se réorganiser personnellement. Donc je reboucle sur ce que disait Isabelle, mais voilà, prendre du temps pour soi et pour remettre en considération ses propres pratiques. Et ensuite, évidemment, ça nous permettra de l'appliquer au niveau d'une équipe. Alors, qu'est-ce qui est ressorti d'autre de vos groupes ce matin sur ce sujet donc déjà, du manager facilitateur. Vous parliez tout à l'heure de donner du sens. Il y avait un besoin de vision parce que quand on décline quelque chose avec une telle ambition, il faut déjà avoir une vision partagée au niveau de l'entreprise. Et puis que ce travail et donc ce temps qui sera consacré soit aussi reconnu. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de quantitatif, c'est difficile de dire on n'est pas sur de la production pure, donc c'est difficile de valoriser. De l'apprécier. Et de l'apprécier tout ce travail. Voilà, certains participants nous disaient que c'était intégré à leur feuille de route. Donc 50% de la feuille de route était attribuée au comportement managérial et au déploiement de ces pratiques. Donc ça, c'était très intéressant. Je laisse Isabelle. Ah oui, je voulais rebondir, Michel. En fait, on a eu un débat dans notre groupe où certaines personnes disaient c'est bien d'être manager facilitateur, mais il faut aussi faire ses objectifs, avoir des résultats. Et ça me hérisse les poils parce qu'en fait, si on veut justement avoir de nouvelles postures managériales pour s'adapter à ce nouveau contexte et aux nouveaux collaborateurs qu'on intègre, c'est bien pour avoir de la performance et des résultats. C'est pas et, c'est pour. C'est pas ou, c'est et. Voilà. Oui, c'est qu'en fait, cette posture, elle va concourir au fait de faire ses objectifs. Elle est pas antinomique. Faite pour ça. Elle est faite pour ça. Complètement. Elle est faite pour que le groupe réalise l'objectif qui lui est confié. Et c'est la fameuse gestion du temps long, puisque c'est pas immédiat, mais ça va... Mais alors, comment on fait quand on a un manager qui comprend pas ça ? Qui nous laisse pas le temps long ? Alors, c'est important de comprendre que, notamment notre génération, enfin, je vais dire ma génération, Michel, puisqu'on a quelques décennies d'écart. Donc, je suis cinquantenaire, voilà, pour tout vous dire. Et on a connu, en fait, un certain type de management qui était plutôt de l'ère taylorienne. Et c'est difficile pour des personnes comme de notre âge qui ont vécu toujours le même système de management plutôt descendant, et bien de tout d'un coup se transformer. Il faut faire très attention à ne pas stigmatiser les personnes qui ont plus d'expérience, mais qui doivent déconstruire avant de reconstruire. Je te prends ton terme, Christophe. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc, il faut vraiment... Enfin, nous, on veille vraiment à se dire d'où partez-vous. Et ce qu'on vous demande, c'est de gravir les marches. C'est pas d'atteindre tous la cible au même moment, c'est pas possible. Et c'est de prendre vraiment chacun avec son individualité et de le faire progresser. Ouais, et sans stigmatiser les générations non plus. Parce qu'en fait, paradoxalement, il peut y avoir des gens plus âgés qui auront plus de facilité à lâcher parce qu'ils ont une maturité, un recul. Et même si on leur a appris tout l'inverse, et des gens plus jeunes qui auront beaucoup de mal parce qu'ils ont besoin d'affirmer. Vous parlez d'humilité, ça sera pas toujours facile. Un autre point sur le manager facilitateur ?
ou est-ce qu'on passe la parole à Christophe sur la partie organisation apprenante? Alors Christophe, on va être tout oui. Qu'est-ce qui s'est dit sur la partie organisation apprenante? Alors j'ai essayé de partager avec le groupe mon expérience de la mise en place d'une organisation apprenante. Ça remonte déjà à quelques années. En fait, je me rends compte que le sujet, il est maintenant. Et il y a beaucoup de choses que j'ai entendues qui sont vraies. C'est que c'est un temps long. Lorsque nous, on a voulu créer cette entité en organisation apprenante, on a accompagné cela d'une formation pendant 18 mois. Parce que l'idée, c'est bien d'apprendre à désapprendre. Avec le challenge, c'est qu'on avait tous plus de 45 ans. Donc, on a essayé de déconstruire ces modèles pour justement être dans ce fameux lâcher-prise dont on parle et d'accueillir, là pour le coup, tout ce qu'on trouve dans les méthodes de l'agilité, le changement qui arrive, l'accueillir avec acceptation, surtout, pour pouvoir avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ce sujet, c'est le sujet maintenant, post-crise sanitaire. On voit qu'il y a eu une crise de sens et que là, la crise de sens, elle est pas seulement pour nous, les cinquantenaires, mais également pour les jeunes. On a tous été réinterrogés sur nos propres valeurs. Et ce qui était intéressant dans le groupe ce matin, lorsque je leur ai présenté mon expérience, c'est que ils m'ont dit, c'est qu'ils comprenaient que ça nécessitait un vrai changement d'état d'esprit. Et c'est pas seulement une méthode, c'est du comportement aussi. Donc une ouverture. Ça demande aussi un cadre de fonctionnement à définir, puisqu'on est quand même proche, encore une fois, de l'agilité, et que l'agilité, c'est une discipline, et qu'il y a des règles, et qu'il faut définir les règles du jeu ensemble. Et c'est là où l'intelligence collective joue tout son rôle, puisque le rôle du manager va être de donner le terrain de jeu aux équipes pour définir ensemble comment arriver à être performant ou efficient. Que ça avait aussi une dimension très relationnelle, puisqu'on apprend à révéler ses vulnérabilités, dont tu parlais un petit peu plus tôt. Je donnais l'exemple pour ma part où je suis pas forcément aisé à demander de l'aide. Donc comment on apprend à demander de l'aide, comment on apprend à soutenir un collectif et à être soutenu par un collectif. Dans nos vies, on a des moments un petit peu plus difficiles. On peut avoir les décès d'un proche, ou on peut avoir une baisse d'énergie. Comment, grâce à l'organisation apprenante, le collectif en fait maintient toute cette énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé aussi de tout ce qui était bienveillance, engagement et dialogue, qui sont les bases, qui sont à la fois initiées par le manager, mais dont la richesse vient des équipes. Et le rôle du manager, c'est bien de créer ces conditions favorables à cette expression, à tirer le meilleur des équipes. Et ce que je mettais en avant tout à l'heure, justement après le groupe, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est d'être déjà dans une table avec une diversité extraordinaire qui m'a déjà donné de la richesse, avec un avocat, des personnes dans les achats, des personnes dans les RH, des personnes dans la supply chain. C'est déjà ça l'organisation apprenante, c'est apprendre à connaître l'autre et pouvoir voir comment on peut s'entraider et donner de la valeur au moment qu'on passe ensemble. Excellent. Merci beaucoup. Alors, il y avait aussi donc quelqu'un qui nous parlait de donner du sens, et ils ont travaillé sur comment plus incarner le sens. Alors, et la première chose qu'ils ont identifiée, c'était d'accompagner les managers dans la désirabilité, dans le fait que déjà le manager lui-même ait envie de contribuer au sens, qu'il ait envie de faire vivre la mission et la raison d'être de l'entreprise, qu'il comprenne comment la faire vivre. Le deuxième point qu'ils ont souligné, c'est que le manager soit capable de s'impliquer, donc qui comprenne comment sa direction va pouvoir agir pour donner du sens. Donc c'est vrai que souvent on a une raison d'être globale, et puis il faut comprendre comment on se rattache, comment on agit. Donc là on était sur une initiative très environnementale, donc qui pour certaines directions n'avait pas, pouvait avoir l'impression qu'il n'avait pas une incidence directe. Donc c'est comment on le rattache, et comment aussi on va faire des pas de côté. Donc on va avoir le courage managérial de faire des pas de côté dans ce qu'on fait pour être plus contributif. Mais j'ai envie quand je parle de courage managérial, ça rejoint deux points que vous avez tous évoqués. Le premier, par rapport au temps, c'est comment j'ai le courage de dire non pour prendre le temps d'heure. Et le deuxième, par rapport à la vulnérabilité, c'est comment j'accepte de dire que je ne sais pas, en fait. Qui va aussi avec le manager facilitateur, et donc que je sais pas d'ailleurs quel chemin on peut prendre pour plus s'impliquer dans la raison d'être et de faire appel à mes équipes. Et là, ça rejoint vraiment ce que vous avez évoqué. Le quatrième point qu'il citait, c'était est-ce que ça va être valorisé? Donc ça, vous en avez parlé aussi, et je pense que c'est important, et c'est vrai dans l'organisation apprenante, c'est comment est-ce que on valorise ces changements de posture du manager?
Et quand vous dites comment est-ce qu'on le valorise, j'ai envie de renvoyer sur comment est-ce que moi, manager, je le fais valoriser aussi. Donc, comment est-ce que je le valorise pour mes équipes et comment est-ce que je fais valoriser mon action pour qu'elle soit reconnue et pour qu'elle engage les autres. Et donc, il parlait aussi nécessairement du droit à l'erreur, parce que pour qu'on ait envie de s'engager, il faut qu'on sente qu'on ait le droit à l'erreur. Et puis, un dernier point qui était très important pour eux pour pouvoir incarner le sens, et vous l'avez évoqué, c'est comment je fais partie d'un collectif, que je suis pas seule, que le collectif me réengage. Et ça, je pense que on a à la fois une difficulté aujourd'hui parce qu'on a difficulté à faire venir les gens au travail, mais paradoxalement on n'a jamais eu autant besoin de collectif. Donc c'est en fait parfois quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on leur fait faire ensemble quand ils sont là, je pense que c'est plus fort que ça transcende ça. C'est cette notion de collectif. Christophe ce matin parlait d'amitié professionnelle. De fait que dans une organisation apprenante, développer les amitiés professionnelles. Donc c'est aussi comment est-ce que, je crois qu'on a beaucoup, je lis partout et j'entends partout chez les dirigeants et les DRH que de plus en plus on a amené le personnel dans l'entreprise, avec aussi l'incidence du télétravail, mais qu'en plus on attend que l'entreprise nous aide dans les sphères personnelles. On en a parlé ce matin sur des conférences sur le fait que comment est-ce que l'entreprise va donner de la puissance aux initiatives que je mène dans ma vie privée. Et donc, pour moi, ce qui citait pour incarner du sens et ce que j'ai entendu dans vos différentes interventions, c'est ce fait de pouvoir être moi, de pouvoir me livrer et de pouvoir mieux me faire découvrir et découvrir les autres. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on rentre beaucoup plus dans la facilitation, on rentre dans l'intelligence collective, on rentre dans l'apprentissage et on rentre aussi dans le fait d'incarner le sens. Donc beaucoup de choses en fait qui se regroupaient. Et la dernière compétence qu'on a évoquée, c'était, j'en parlais tout à l'heure, l'optimisme responsable, mais qui va reprendre plein de points qui sont là, c'est-à-dire que c'était comment est-ce que je ne parais pas trop optimiste, que je suis bien pragmatique aux yeux de mes collaborateurs. En même temps, je leur donne envie, je leur donne j'impulse, je leur donne envie d'aller plus loin, etc. Et je les mets en confiance pour avancer. Comment est-ce que je crée cette sécurité psychologique pour avoir un terrain de jeu effectivement qui va permettre de faire tout ce qu'on a vu ensemble. Dans mon groupe est revenu aussi beaucoup la notion du temps. Comment je prends le temps de ça, et ça je pense que c'est un point qui est absolument fondamental dans nos sociétés qui sont compressées par le temps, c'est important. Il y avait aussi un autre sujet important qui était être optimiste, responsable, c'est montrer l'exemple, c'est montrer que voilà qu'on peut avancer, et que et ce qui était important, c'est que c'était une posture qui permettait d'ouvrir le champ des possibles pour les collaborateurs. Et ça aussi, si on veut faire de l'intelligence collective, si on veut que les gens aient envie d'apprendre constamment, il faut ouvrir le champ des possibles sans arrêt, parce qu'il est vite refermé par les priorités et l'opérationnel. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, mais après on va se répéter, donc je pense que c'est déjà assez dense. Donc voilà un petit peu pour vous restituer tout ce qu'on a partagé ce matin, et puis on va terminer par un petit mot de la fin. On va faire un petit tour de micro. Voilà, avec quoi vous repartez de nos échanges aujourd'hui, Isabelle, Michel et Christophe? En fait, je trouve que les organisations apprenantes répondent bien à ce besoin de se transformer. Donc, je voulais faire le lien avec ton propos, Christophe. Ça rejoint la notion d'humilité. J'ai l'humilité de montrer, de pratiquer que mes collaborateurs, tous ensemble, sont capables de bien plus d'intelligence et de connaissances que moi. Et en fait, avec l'organisation apprenante, on va vers nos pairs, en quelque sorte, et ce qui fait qu'on peut apprendre par les autres, et donc d'accepter de toujours avoir besoin de se nourrir. Enfin, voilà le lien que je vois largement. Pour moi, je reboucle tout ce qui a été dit, mais ce qui est un prérequis, c'est le droit à l'erreur pour pouvoir s'engager au niveau d'une équipe qui est apparue dans mon groupe. On l'a vraiment ressorti comme primordial. Et aussi, voilà, en fait, ce qui était intéressant dans ces groupes, de se mixer avec d'autres entreprises, avec d'autres personnes qui font des métiers différents, c'est cette intelligence collective que l'on applique au niveau de nos entreprises et qu'il est bon aussi d'aller chercher en dehors de l'entreprise. Alors, pour moi, ce que je retiens, c'est, je trouve qu'on a agrandi la tribu des pirates.
les pirates, ceux qui vont transformer les entreprises de demain. Voilà, donc c'est un très très bon moment justement parce que voilà, j'ai vu des gens qui cherchent des solutions, qui savent que le modèle actuel il est à sa fin. Alors il va encore durer peut-être 5-10 ans, mais qu'il y a une transformation qui est engagée. Et là, ça fait très plaisir de sentir une communauté qui s'agrandit, de gens qui vont pouvoir partager, qui vont être dans l'expérimentation. On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de modèle que l'on peut plaquer, donc il faut expérimenter, tenter des choses. Et pour cela, il nous faudra des managers facilitateurs de toute façon pour mettre en place toutes ces nouvelles organisations qui vont nous arriver. Donc, humilité, confiance, effectivement, le droit à l'erreur, la sécurité psychologique, le fait de savoir qu'il y a, parler de pirates, mais voilà, je pense que les gens qui nous écoutent sont des pirates. Moi, je les appelle les bâtisseurs ou les bâtisseuses. C'est la même chose. C'est le fait de vouloir et ne pas hésiter à aller chercher peut-être des personnes qui ont envie comme vous ailleurs. Alors c'est ce qu'on j'essaie de faire quand je fais des rencontres autour du podcast, justement pour vous rassembler, chers auditeurs et auditrices. Mais voilà, n'hésitez pas, et c'est ce qu'on a fait ce matin, parce que je pense que c'est important. On a parlé du collectif, du soutien, de se soutenir, et ça va dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise. Donc merci beaucoup pour votre temps et d'avoir partagé tout ça ce matin. Merci. Me revoilà. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez retenu. Est-ce qu'il y a des éléments de la posture qui vous ont paru importants, particulièrement ressortir ? Dites-le moi, mais surtout, notez-le et mettez-le en œuvre. Commencez à y travailler dès maintenant. Je compte sur vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon. Et au micro, Delphine Zanelli.